Fabien Moreau a annoncé la fin du mariage devant tous les employés, sa secrétaire à ses côtés. Adrienne Lefebvre n'a pas pleuré, n'a pas supplié. Elle a souri, simplement. Ce sourire aurait dû être l'avertissement. Adrienne, tu ne fais plus partie de ça. La voix de Fabien a tranché l'air de la salle de réunion. 12 employés ont baissé les yeux vers la table, ne sachant plus où les poser. Roxane Delcourt se tenait debout à côté de lui, avec ce sourire de quelqu'un qui savait depuis longtemps ce qui allait se passer. Fabien, ce n'est pas l'endroit pour... C'est exactement l'endroit. Il ne l'a pas laissé finir. On se sépare. Tu as signé les documents. Maintenant, signe aussi ton départ de l'entreprise. Une chaise a grincé. Quelqu'un a retenu sa respiration. Adrienne n'a pas bougé. Elle est restée à le regarder pendant 3 secondes environ. 3 secondes qui ont semblé une éternité pour tout le monde dans la pièce. Les papiers sont sur la table depuis hier. Fabien a poussé un dossier vers elle. Pas de drame, s'il te plaît. Roxane a croisé les bras. Beaucoup trop satisfaite. Les employés qui travaillaient là depuis des années voyaient ça se produire sans y croire. Adrienne avait embauché la moitié d'entre eux, celle qui restait jusqu'à minuit quand le système plantait, qui connaissait le prénom des enfants de chacun. Et voilà qu'on la virait comme une stagiaire en fin de contrat. Adrienne a ouvert le dossier lentement. Elle a parcouru les feuilles une par une, sans aucune hâte. Puis elle l'a refermé. « Tu es sûr que c'est ce que tu veux, Fabien ?» Sa voix était calme, presque douce, sûre, plus que sûre. Adrienne s'est levée, a pris son sac, et avant de sortir, elle a regardé une fois chaque personne dans la pièce. Elle n'a plus rien dit. Elle a juste tourné le dos et marché vers la porte. Fabien a jeté les documents de séparation par-dessus le dossier. Des feuilles se sont éparpillées par terre. « Si tu veux quoi que ce soit de cette entreprise, parle à mon avocat. Ne remets plus les pieds ici. » Le visage d'Adrienne n'a pas changé. Elle a juste baissé les yeux une seconde, puis a relevé le regard vers lui. Et c'est là, dans ce couloir, qu'elle a sorti son téléphone de sa poche et envoyé un message vers un numéro que Fabien n'avait jamais vu. 2 mots. « Tu peux exécuter. » Comment Fabien avait-il pu être assez aveugle pour ne pas voir ce qu'il était sur le point de perdre? L'alliance était encore à son doigt quand elle est montée dans la voiture. Adrienne est restée un moment comme ça, sans démarrer, à regarder l'anneau comme si c'était la première fois qu'elle le voyait. Le métal froid dans la paume de sa main l'a ramené 12 ans en arrière. Elle avait 26 ans et un plan d'affaires imprimé sur du papier A4 avec une agrafe de travers qu'elle avait corrigé 3 fois avant de le présenter. Fabien était apparu dans la même pépinière d'entreprise, plein d'énergie, plein d'idées. Pas un centime de capital. Ils avaient passé la nuit entière autour d'une table en plastique à discuter du modèle financier. Ils étaient sortis de là associés. « Toi, t'es celle qui réfléchit. » Il avait dit ça en riant. « Moi, je suis celui qui vend. Ensemble, on ira loin. » Et ils sont allés loin. Pendant un temps, ils sont allés très loin. Le premier gros contrat est venu grâce à un tableur qu'Adrienne avait monté pendant un week-end entier. Fabien l'a présenté. Les clients ont adoré. Elle n'était même pas dans la pièce. Mais ça allait. Ils étaient une équipe. Ensuite est venu le mariage. Ensuite sont venues les années où elle signait des documents, ouvrait des comptes, négociait avec les fournisseurs, gérait l'exploitation pendant qu'il gérait l'image. L'entreprise a grandi. Son nom a peu à peu disparu des présentations. Et elle a laissé faire, pensant que ça ne faisait pas de différence. Le deuxième flashback est arrivé sans prévenir, un jeudi soir. Adrienne était rentrée tôt parce qu'elle avait mal à la tête. L'écran du portable de Fabien était ouvert sur le lit avec l'historique des messages visibles. Elle n'était pas allée espionner. Le premier message est apparu avant qu'elle ne puisse détourner le regard. « Aujourd'hui, pas pu. Elle est rentrée tôt. Demain, je règle ça. » Adrienne est restée immobile pendant un temps qu'elle ne peut pas dire. Puis elle est descendue, a réchauffé le dîner, a mangé seule, a fait la vaisselle. Et elle n'a rien dit.
Parce qu'elle le savait déjà, en fait. Ça faisait des semaines qu'elle le savait. Elle ne voulait juste pas être la femme qui confirme ce qu'elle ressent déjà. Mais c'est cette nuit-là que quelque chose s'est fermé en elle. Pas avec colère, avec clarté. Elle n'a pas pleuré. Elle a ouvert son portable, s'est connectée au système de l'entreprise et a passé 3 heures à vérifier les contrats, les mouvements, les registres des associés. Quand Fabien est monté, elle avait déjà tout ce qu'il lui fallait voir. La semaine suivante, elle a appelé Maître Sylvie Caron. Pas pour demander le divorce, pour comprendre exactement ce que valait son nom dans cette entreprise qu'ils avaient construite ensemble. Le bruit d'une voiture qui klaxonne dans la rue a ramené Adrienne au parking. Elle a regardé l'immeuble par la fenêtre, ce dossier de documents sur le siège passager. L'alliance a fini dans son sac, sans aucune cérémonie. Elle a inspiré profondément, a démarré. Elle avait beaucoup de choses à faire. Le cabinet de l'avocat se trouvait dans un immeuble commercial du quartier de l'Opéra, 12e étage, vue sur le boulevard. Adrienne est arrivée 15 minutes avant l'heure, le dossier sous le bras et les documents séparés par des post-it de couleur. Elle avait passé la nuit à tout organiser. Contrats originaux, relevés d'emails, justificatifs d'ouverture de compte professionnel avec sa signature, 12 ans de preuves sur papier. L'avocat s'appelait Maître Laurent Besson, une recommandation d'une connaissance. Il avait une façon d'écouter qui donnait l'impression qu'il était attentif, mais il ne l'était pas. Adrienne a tout expliqué en 20 minutes. Elle a montré les documents. Elle a montré où son nom apparaissait comme cofondatrice dans le registre original de l'entreprise. Elle a montré les mouvements qu'elle avait identifiés dans le système avant d'être déconnectée. Maître Besson a joint les mains sur la table. « Madame Lefebvre, je comprends la situation, mais Monsieur Moreau a présenté des documents de dissolution de société signés par vous, avec reconnaissance de signature. Je n'ai jamais signé ça. La signature correspond à vos documents antérieurs. Alors quelqu'un l'a falsifié. » Il a esquissé un sourire qui n'en était pas vraiment un. Prouver une falsification, c'est un processus long, cher, et sans aucune garantie de résultat. Mon conseil honnête ? Négociez un accord à l'amiable. Vous repartez avec quelque chose. Sans accord, vous pourriez repartir avec rien. Adrienne l'a regardé un moment. Puis elle a rassemblé ses documents un par un, sans se presser. Elle l'a remercié, a pris son sac et est sortie. Dans le couloir, en attendant l'ascenseur, elle a senti que ses mains tremblaient. Pas de peur, de colère. L'ascenseur a mis du temps à venir. Elle est restée là, à respirer, à regarder le panneau des numéros. Quand les portes se sont ouvertes, elle est entrée et descendue, a traversé le hall et est allée directement à la banque en face. Elle s'est assise sur un banc public à l'extérieur. Elle a ouvert le dossier. Elle en a sorti un document précis que Maître Besson n'avait même pas demandé à voir. C'était le contrat de fondation original de l'entreprise, avec une date, avec 2 signatures, avec une clause de participation au capital égalitaire, enregistrée chez le notaire le 23 mars 2012. Le nom d'Adrienne était là, à l'encre, reconnu chez le notaire. Ce papier valait bien plus que n'importe quel accord à l'amiable. Elle a sorti son téléphone et a envoyé un message à Maître Sylvie Caron. « J'ai besoin de te voir aujourd'hui. » 3 jours plus tard, Adrienne s'est rendue à la banque où l'entreprise avait son compte courant. Elle devait vérifier si son nom figurait encore comme titulaire secondaire, comme c'était le cas depuis l'ouverture. Le directeur de l'agence l'a reçue avec un sourire poli qui s'est effrité au fur et à mesure qu'elle expliquait ce qu'elle voulait. « Madame Lefebvre, Monsieur Moreau est venu ici la semaine dernière avec un dossier complet. Le compte a été mis à jour. Votre accès a été révoqué. Sans mon autorisation, avec un document de dissolution de société présenté par lui, tout à fait dans les règles. Adrienne a demandé à voir le document. Le directeur a dit qu'il ne pouvait pas le lui montrer. Elle a demandé une attestation indiquant que l'accès avait été révoqué. Il a dit qu'il devait vérifier avec le service juridique. Elle a dit qu'elle attendait. Elle a attendu 40 minutes sur une chaise en cuir dur,
un verre d'eau tiède à la main. Quand elle est sortie, elle avait l'attestation. Et elle avait la certitude que Fabien avait agi vite, beaucoup trop vite. Le genre de rapidité de quelqu'un qui a planifié ça à l'avance. Cet après-midi-là, elle est passée devant l'entreprise. Elle n'est pas entrée. Elle est juste passée en voiture, et elle a vu par la fenêtre du 2e étage la silhouette de Roxane assise sur la chaise qui avait été la sienne pendant des années, dans le même bureau, devant le même bureau. Elle a continué à conduire. Le téléphone a sonné alors qu'elle était arrêtée au feu rouge. C'était Fabien. Elle a répondu. « Reste tranquille, Adrienne. » Sa voix était basse, contrôlée. « Tu n'as rien. Le moindre mouvement de ta part, je te poursuis pour préjudice moral envers l'entreprise. J'ai un avocat, un comptable, tout le dossier est parfaitement en ordre. Tu vas dépenser de l'argent que tu n'as pas, perdre du temps que tu n'as pas, et au final, tu repartiras avec encore moins. Tu as falsifié ma signature, hein, Fabien. Prouve-le. Le feu est passé au vert. Elle n'a pas répondu, elle a raccroché. Mais sa voix est restée dans la voiture pendant un moment. Cette nuit-là, Adrienne est restée assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé qui avait refroidi sans qu'elle n'y ait touché. Les documents éparpillés. La calculatrice du téléphone ouverte avec des chiffres qu'elle n'arrêtait pas de recalculer. Et ce qu'elle ne voulait pas qui vienne est venu. Un souvenir d'un samedi matin, il y avait 6 ans. Tous les deux sur le balcon de l'appartement, à boire du café, lui lisant le journal en papier parce qu'il avait encore cette habitude étrange, elle faisant des projections de chiffres d'affaires sur un carnet, sans rien se dire, juste là, ensemble. Ça avait été bien cette période. Adrienne a fermé les yeux. Elle pouvait s'arrêter maintenant, prendre ce que l'avocat avait suggéré, négocier une somme, signer un papier, en finir, commencer autre chose, plus petit, plus tranquille. Sans toute cette guerre. 12 ans, c'était beaucoup à détruire. Mais ensuite, elle s'est souvenue du visage de Fabien quand il avait jeté les documents par terre dans la salle de réunion, de l'expression de Roxane, du directeur de la banque disant « tout à fait dans les règles », tout en regardant son écran pour ne pas avoir à la regarder, elle. Et elle s'est souvenue qu'elle n'avait rien signé. Le téléphone a sonné. C'était sa sœur, Camille Lefebvre. « Comment tu vas ?»« Je vais bien. » Menteuse. Adrienne a ri brièvement, involontairement. « Il a falsifié, Camille. »« Je sais. J'ai le contrat original ici, avec mon nom, avec reconnaissance de signature, du jour où on a ouvert cette entreprise de zéro. » Sa sœur est restée silencieuse une seconde. « Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. » Adrienne a regardé le contrat sur la table. Elle a passé le doigt sur la ligne où son nom était imprimé. Ce n'était pas une question de détruire ce qu'ils avaient construit. C'était une question de reconnaître que la moitié de tout ça avait toujours été à elle. Elle n'allait pas négocier, elle n'allait pas accepter d'accord à l'amiable, elle n'allait pas disparaître tranquillement comme Fabien l'espérait. Elle allait chercher ce qui était à elle, de la bonne façon, avec des preuves, avec une procédure, avec tout ce qu'il avait jugé qu'elle n'aurait jamais le courage de faire. Adrienne a plié le contrat original avec soin, l'a mis dans le dossier rouge et est allée dormir pour la première fois depuis des jours. Demain, elle appellerait maître Sylvie Caron de bon matin. Le dîner avait lieu dans un restaurant du Marais, un de ceux avec une lumière tamisée et une carte sans prix. 12 couverts à table, des investisseurs de Lyon, 2 associés locaux, un comptable et le directeur financier que Fabien avait embauché 3 mois plus tôt, sans prévenir personne. Adrienne a reçu l'invitation par email professionnel, signée par l'assistant de Fabien. Dîner d'alignement stratégique. Votre présence est requise dans le cadre de la transition. Elle y est allée parce qu'elle avait besoin de voir par elle-même ce qui se construisait sans elle. Elle est arrivée à l'heure. La table était déjà presque pleine. Fabien est apparu 10 minutes plus tard, en costume bleu marine, avec Roxane à ses côtés. Elle portait une robe qu'Adrienne a reconnue comme étant d'une marque de luxe que l'entreprise elle-même avait sponsorisée lors d'un événement l'année précédente. Tous deux sont entrés en discutant, en riant de quelque chose, avec cette intimité de ceux qui ne se soucient plus de cacher quoi que ce soit.
Fabien a salué les investisseurs par des accolades, des poignées de main, des petites tapes dans le dos. Il est arrivé à la chaise d'Adrienne, l'a regardée une demi-seconde et a dit « Adrienne » sur le même ton qu'il utiliserait pour saluer un fournisseur qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Roxane n'a rien dit. Elle a juste souri. « Mesdames et messieurs, je vous présente officiellement Roxane Delcourt. » Fabien s'est tenu debout, la main posée légèrement sur son dos. Elle devient directrice générale à compter de ce cycle. C'est elle qui va diriger l'exploitation à partir de maintenant. Petits applaudissements polis. Hochement de tête, l'un des investisseurs lyonnais a dit « Excellent profil », sans rien savoir d'elle. Adrienne est restée à regarder le verre d'eau devant elle. Le repas a été servi. La conversation a suivi son cours. Et Fabien a parlé. Beaucoup. Avec cette énergie de vendeur qu'il avait toujours eue. Cette capacité à remplir l'espace de mots qui semblent importants. L'entreprise est arrivée à un point où elle avait besoin d'un changement de cap. Parfois, on traîne un poids sans même s'en rendre compte, vous voyez ? L'un des associés a acquiescé de la tête. L'ancienne gestion avait un profil très conservateur. On bloquait sur des analyses, et pendant ce temps, le marché passait. Maintenant, la structure est plus agile. Adrienne a levé les yeux. Ancienne gestion. Elle avait 12 ans d'entreprise. C'était elle qui avait mis en place le système de gestion financière qu'ils utilisaient encore aujourd'hui. C'était elle qui avait négocié le contrat avec le plus gros client du portefeuille, qui représentait 32% du chiffre d'affaires annuel, mais elle est restée silencieuse. Roxane est entrée dans la conversation d'une voix douce et assurée. Nous avons déjà 3 nouveaux projets en phase d'approbation. Le pipeline est plus solide que jamais. Pipeline. Le mot a sonné étrangement venant d'elle, parce qu'Adrienne savait exactement qui avait monté ce pipeline. Elle, pendant 2 ans, réunion après réunion. Et les objectifs du prochain trimestre ont été revus à la hausse, a complété Fabien, regardant les investisseurs avec ce sourire de quelqu'un qui vend l'avenir. Nous sommes très bien positionnés. L'un des investisseurs, le plus âgé, a regardé Adrienne. « Et vous, madame, quel a été votre rôle dans cette transition ?» Silence de 2 secondes. Fabien a répondu avant elle. Adrienne était plutôt sur la partie administrative, support interne. L'entreprise a dépassé ce profil. Il est naturel qu'on ait besoin d'une nouvelle direction. Support interne. Adrienne a ouvert la bouche. En réalité, encore du vin, tout le monde ? Fabien a appelé le serveur d'un geste large, coupant sa parole au milieu. La conversation a changé de direction. Les investisseurs ont suivi. Adrienne est restée avec sa phrase bloquée dans la gorge. Quand le dessert est arrivé, elle a réessayé. Elle a attendu une ouverture naturelle, une pause, et elle est intervenue. Je voudrais simplement compléter ce qui a été dit avant. Elle a parlé calmement, regardant l'investisseur le plus âgé qui avait posé la question. La structure de clients que vous voyez aujourd'hui a été montée pendant 2 ans par un travail que j'ai dirigé personnellement. Le contrat avec Bâtiment Pacifique, qui représente près d'1 tiers du chiffre d'affaires, a été négocié par moi en mars dernier. J'ai les relevés, les emails, les comptes rendus de réunion. La table a écouté. Pendant environ 30 secondes, on aurait dit que ça allait fonctionner. L'investisseur le plus âgé s'est légèrement penché sur sa chaise. L'un des associés locaux a noté quelque chose sur son téléphone. Fabien l'a laissé finir. Puis, il s'est essuyé le coin de la bouche avec sa serviette, lentement, et a dit d'une voix calme, qui était presque pire que s'il avait crié « Adrienne, tu veux leur expliquer pourquoi tu as été écartée de l'entreprise ?» Elle l'a regardé. « Tu peux parler, ils le découvriront de toute façon. » Son sourire était celui de quelqu'un qui avait préparé ça. Il y a eu un détournement de fonds, mineur, sur un compte de frais d'exploitation. J'ai préféré régler ça en interne, sans scandale, par respect pour le temps où nous avons travaillé ensemble. Il a regardé la table. C'est pour ça qu'elle est partie, sur ma décision. Le silence qui est tombé sur la table était différent du précédent. Adrienne a senti le regard de chaque personne se tourner vers elle en même temps.
Roxane a baissé les yeux vers son assiette avec une expression de quelqu'un qui fait semblant de ne pas vouloir être là. C'est faux. La voix d'Adrienne est sortie ferme, mais elle a elle-même entendu à quel point elle sonnait seule dans ce silence. « Je comprends que tu ne veuilles pas l'admettre », a dit Fabien, presque gentiment. « Mais les chiffres sont dans le rapport. N'importe quel audit le confirmera. » L'un des investisseurs lyonnais s'est adossé à sa chaise. Le comptable a regardé son téléphone. L'associé le plus jeune a chuchoté quelque chose à son voisin. Adrienne a regardé autour de la table. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien demandé. Personne n'a rien défendu. Fabien a levé son verre de vin vers les investisseurs. « Bon, ce qui compte, c'est ce qui nous attend, n'est-ce pas? Santé !» Les verres ont teinté. Adrienne est restée à regarder ses visages une seconde. Puis, elle a pris la serviette sur ses genoux, l'a pliée soigneusement, l'a posée sur la table. Elle a pris son sac. Fabien ne l'a pas regardée pendant qu'elle se levait. Mais quand elle a fait le premier pas vers la sortie, il a dit assez fort pour que toute la table l'entende « Tu n'es là que parce que je l'ai permis ». Elle s'est arrêtée. 2 secondes. Elle n'a pas répondu. Elle a continué à marcher. Dehors, l'air du soir était frais. Adrienne est restée immobile sur le trottoir un moment, son sac à la main, regardant la rue vide. Elle n'était pas détruite. Elle était décidée. Adrienne est rentrée chez elle vers 23 heures. Elle n'a pas allumé la lumière du salon. Elle a jeté son sac sur le canapé et est restée immobile au milieu du couloir, dans le noir, pendant un temps qu'elle n'aurait su dire. L'appartement était exactement comme elle l'avait laissé le matin. La tasse de café dans l'évier, le portable ouvert sur la table, le dossier rouge appuyé contre le mur à côté de la bibliothèque. Elle est allée à la cuisine, a ouvert le réfrigérateur et restée à regarder sans rien prendre. Elle l'a refermé. Elle s'est assise par terre, le dos contre le mur sous la fenêtre, et elle est restée comme ça. Elle avait été humiliée devant des investisseurs qu'elle avait elle-même aidé à amener dans l'entreprise. Elle avait été traitée de voleuse, avec cette voix calme et calculée que Fabien utilisait quand il voulait paraître raisonnable tout en détruisant quelqu'un. Et personne n'avait rien dit, personne n'avait rien demandé, personne ne l'avait regardé comme un être humain. « Tu n'es là que parce que je l'ai permis ». La phrase tournait en boucle. Elle a pensé à l'avocat avec le sourire qui n'en était pas un, au directeur de la banque regardant son écran, à l'investisseur lyonnais s'adossant à sa chaise après que Fabien a parlé de détournement de fonds. Elle a pensé à combien ça allait coûter, à combien de temps ça allait prendre, à combien de matins comme celui-ci elle devrait encore traverser avant d'arriver quelque part. Et pendant un instant qu'elle ne raconterait jamais à personne, elle a pensé « Peut-être que ça ne vaut pas la peine. Peut-être que ce serait plus facile de signer n'importe quoi de ce que Fabien avait préparé, d'accepter un montant qui couvre au moins les années de travail et de partir. Recommencer à zéro ailleurs, plus petit, plus tranquille, sans lui, sans l'entreprise, sans tout ça. » Adrienne a appuyé sa tête contre le mur et a fermé les yeux. Et puis le téléphone dans son sac a sonné. Elle a ignoré. Il a sonné de nouveau. Elle s'est levée, est allée le prendre sans regarder qui c'était. C'était un message vocal, d'Élise. Elisabeth Martel avait été la responsable des contrats de l'entreprise pendant 7 ans. Fabien l'avait licenciée sans cause réelle et sérieuse 4 mois plus tôt, le jour où elle avait questionné un mouvement financier étrange dans un rapport mensuel. Adrienne avait essayé d'annuler ce licenciement. Elle n'y était pas parvenue. Elle a appuyé sur lecture. « Adrienne, je sais que ce n'est pas le moment, mais j'ai besoin de te dire quelque chose. J'ai vu ce qui s'est dit sur le dîner de ce soir. Un ami qui était là m'a envoyé un message. Je sais ce qu'il raconte sur toi, et j'ai quelque chose ici que tu dois voir. Je ne sais pas si ça aide, mais je l'ai. » Adrienne a écouté le message 2 fois. Elle est restée immobile au milieu de la cuisine. Elle a appelé Élise tout de suite. « Qu'est-ce que tu as ?» La voix d'Élise, de l'autre côté, était contenue, comme celle de quelqu'un qui a peur mais qui a décidé de parler quand même. « Avant de partir, j'ai sauvegardé une chaîne d'emails.
interne, entre Fabien et le comptable. Ça parle des documents de dissolution de société. Il y a un message où il demande si la signature était assez convaincante. Le silence d'Adrienne a duré 2 secondes. « Tu as toujours ces emails ?»« Je les ai ici. J'ai toujours pensé qu'un jour j'en aurais besoin. » Adrienne a fermé les yeux un moment. Quand elle les a ouverts, l'épuisement avait quitté son visage. À sa place, autre chose est entrée. Élise n'envoie ça à personne pour l'instant, ne parle à personne. Garde-les précieusement. Demain matin, je passe les prendre. Tu vas t'en servir pour le poursuivre ? Je vais m'en servir pour détruire le mensonge qu'il a construit sur mon nom. Elle a raccroché, est restée à regarder le plafond 1 seconde. Puis elle a repris son téléphone et a envoyé un message à maître Sylvie Caron. « J'ai besoin de toi demain, 7 heures du matin. J'ai une preuve de falsification. On est dedans. » Elle a posé son téléphone sur la table, est allée dans la chambre et a dormi comme elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Maître Sylvie Caron a ouvert son cabinet à 7 heures précises. Adrienne était déjà devant la porte, avec le dossier rouge et un café qu'elle avait acheté à la boulangerie du coin, parce qu'elle ne voulait pas arriver les mains vides après avoir réveillé quelqu'un un samedi matin. L'avocate était du genre de personne qui semble ne jamais dormir et ne jamais se désorganiser. La cinquantaine, cheveux courts, une façon directe de parler qui coupait les circonvolutions sans avoir besoin d'élever la voix. Elle s'était connue dans un master de gestion d'entreprise 15 ans plus tôt. Adrienne lui faisait confiance depuis. Maître Caron s'est assis en face du bureau, a ouvert son ordinateur et a dit « Parle ». Adrienne a tout raconté, le dîner, ce que Fabien avait dit sur le détournement de fonds, les faux documents et le message d'Élise. L'avocate a écouté sans interrompre. Quand Adrienne a fini, elle est restée silencieuse 10 secondes, les yeux au plafond, avec cette expression de quelqu'un qui organise un puzzle dans sa tête. « L'email qu'Élise a, c'est ce qui boucle la boucle », a-t-elle dit. La signature falsifiée, c'est déjà un délit. Mais s'il a échangé des messages avec le comptable en demandant si c'était convaincant, on n'a pas seulement besoin d'expertise. On a une intention documentée. Adrienne a senti quelque chose se mettre en place dans sa poitrine. « Tu peux l'utiliser ?»« Non seulement je peux, mais j'en ai besoin. » Maître Caron s'est levé. « Appelle Élise tout de suite. Je veux voir ses emails avant midi. » Élise est arrivée au cabinet à 9 heures. Cheveux attachés, un vieux sac à dos sur l'épaule, cette allure de quelqu'un qui a passé la nuit éveillé à répéter ce qu'elle allait dire. Elle est entrée, a salué Maître Caron d'une poignée de main ferme et a ouvert son ordinateur sur la table de réunion sans aucun détour. Je les ai sauvegardés à 3 endroits différents. Là, sur un disque dur externe et sur une boîte email personnelle qui n'a rien à voir avec l'entreprise. Maître Caron s'est penché sur l'écran. La chaîne d'email comptait 11 messages. Elle commençait par Fabien demandant au comptable un ajustement des documents de sortie de la société. Il y avait un message au milieu où le comptable envoyait un fichier et demandait « Comme ça, c'est bon ?» Et il y avait la réponse de Fabien, 4 mots. « La signature est convaincante ?» Maître Caron est resté à regarder l'écran un long moment. « Elisabeth, vous comprenez que si ça va en procédure, vous allez devoir témoigner ?» Élise a regardé Adrienne, puis elle est revenue vers l'avocate. « J'ai été licenciée sans cause réelle et sérieuse après 7 ans parce que j'ai questionné un tableur. J'ai demandé une révision par écrit 3 fois. On m'a ignoré. Ensuite, on m'a viré un vendredi à 17 heures avec une lettre qui n'expliquait rien. » Elle a refermé l'ordinateur. « Vous pouvez compter sur moi. » Adrienne n'a rien dit, mais elle a posé sa main sur le bras d'Élise pendant 1 seconde. Maître Caron était déjà en train de taper. Pendant les 2 heures qui ont suivi, toutes les 3 sont restées autour de la table à démonter tout ce que Fabien avait construit. Et c'est là qu'Adrienne a compris l'ampleur réelle de ce qui se dressait devant elle. Maître Caron a ouvert un onglet avec le relevé des mouvements de capital et a pointé l'écran. « Regardez ça !
Au cours des 8 derniers mois, alors que vous étiez encore mariés, 6 transferts d'actifs de l'entreprise ont été effectués vers un compte d'une personne morale, ouverte, au nom de Roxane Delcourt. Adrienne s'est approchée de l'écran. Combien? Au total. L'avocate a marqué une pause. 470 000 €. Le silence qui est tombé n'était pas de la surprise. C'était une confirmation. Cette sensation, quand on soupçonnait et qu'on ne voulait pas avoir raison. Ce n'est pas seulement de la falsification de signature, a dit Maître Caron, de cette voix calme de quelqu'un qui énumère des faits. C'est un détournement de biens communs. C'est une fraude sur la participation au capital. C'est de l'escroquerie, et selon la façon dont le juge verra les choses, ça pourrait relever du pénal. Adrienne s'est levée, est allée à la fenêtre. Elle a regardé la rue un moment. Elle avait passé 12 ans à construire une entreprise. Elle avait signé des contrats, ouvert des comptes, négocié, perdu des week-ends, reporté des voyages, avalé des compliments qui allaient au nom de l'autre. Et il avait utilisé tout ce temps pour apprendre où planter le couteau sans qu'elle ne le voie. Quand elle s'est retournée vers la table, son expression avait déjà changé. Quand est l'Assemblée générale qui l'a convoquée? Jeudi, dans 5 jours. Maître Caron l'a regardé. Il veut officialiser la restructuration du capital, faire de Roxane une directrice avec participation au capital. Si ça passe en Assemblée, là, ce sera beaucoup plus difficile à inverser. C'est pour ça qu'il faut agir avant, ou pendant. Toutes les 3 se sont regardées. C'est Élise qui a dit à voix haute ce que tout le monde pensait. L'Assemblée, c'est l'endroit. Il sera là avec tous ceux qui comptent. Impossible de nier, impossible de s'enfuir, impossible de contrôler la narration. Maître Caron avait déjà son téléphone en main. Je fais venir l'expert en écriture dès aujourd'hui. Il me faut le rapport avant jeudi. Le plan a commencé à prendre forme là, sur cette table en désordre jonchée de papiers et de tasses de café, en ce samedi matin qui avait commencé avec Adrienne assise par terre dans le noir, en pensant que ça ne valait peut-être pas la peine. Mais mercredi soir, alors que tout semblait en place, le téléphone d'Élise a vibré. Elle a regardé l'écran et est restée silencieuse. Adrienne a vu le changement sur son visage. Qu'est-ce qu'il y a? Élise a tourné son téléphone. C'était un message d'un numéro inconnu, sans identification. Texte court. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, tu peux encore faire marche arrière. Maître Caron a lu par-dessus son épaule. Elle est devenue sérieuse. Il sait, ou il se doute. Adrienne a regardé Élise. Tu vas bien? Élise a mis 1 seconde à répondre. Oui. Mais sa voix avait légèrement changé. Élise. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi direct. Elle a posé son téléphone sur la table. Et s'il a une caméra, et s'il sait où j'habite, et si... Adrienne a posé ses 2 mains sur ses épaules. Tu vas bien aller. On ne va pas te laisser seule là-dedans. Maître Caron était déjà au téléphone. 20 minutes plus tard, elle confirmait que le rapport de l'expert serait prêt avant minuit. En express. Elle avait un contact de l'époque de la faculté qui lui devait une faveur. Il était 23h40 quand le fichier est arrivé dans la boîte e-mail de l'avocate. Rapport d'expertise en écriture. 7 pages. Conclusion sur la dernière ligne de la page 6, en gras. La signature analysée n'a pas été produite par la main de la titulaire désignée dans le document. Maître Caron a imprimé, agrafé, mise dans une pochette transparente. Elle a regardé Adrienne. C'est demain. Le matin du jeudi a commencé tôt au cabinet de Maître Caron. Adrienne est arrivée à 6h30. Élise est arrivée peu après, avec des cernes, mais l'ordinateur sous le bras et l'expression de quelqu'un qui a peu dormi et beaucoup décidé. Toutes les 3 ont bu leur café debout, autour de la table basse. Les documents éparpillés une dernière fois avant que tout ne soit réorganisé dans un ordre précis.
Maître Caron avait séparé le tout dans 3 enveloppes. La première contenait le rapport d'expertise avec la conclusion de falsification. La deuxième contenait la chaîne d'emails entre Fabien et le comptable, avec les messages numérotés et les passages les plus compromettants surlignés en jaune. La troisième contenait le relevé des transferts vers le compte de Roxane, avec un résumé d'une page que Maître Caron avait écrit elle-même, dans un langage direct, sans jargon juridique, pour que n'importe qui dans la pièce comprenne en 30 secondes. « L'ordre compte », a dit l'avocate en avalant la dernière gorgée de café. D'abord le rapport. Il va essayer de discréditer. Ensuite viennent les emails. Là, il va essayer de dire qu'on a mal interprété. Ensuite vient le relevé. À ce moment-là, il n'y a plus rien à dire. Adrienne a regardé l'enveloppe du milieu. Et s'il essaie de partir avant qu'on en arrive à la 3e preuve? Il n'y arrivera pas. Comment tu peux en être sûr? Maître Caron a eu un léger sourire. Parce qu'hier après-midi, j'ai déposé une requête en référé pour le recensement des biens. Toute tentative de mouvement qu'il fera à partir de maintenant est bloquée, et le juge a signé à 22 heures. Élise a laissé échapper un petit « waouh ». Toutes les 3 ont passé la matinée à répéter. Pas tout le texte, mais les moments critiques, l'entrée dans la salle, la demande de parole, l'ordre de présentation. Que faire si quelqu'un interrompt, si quelqu'un conteste la validité des documents, si Fabien essaie de transformer ça en dispute de couple devant les actionnaires? S'il joue sur ce terrain-là, tu ne réponds pas sur le même ton, a dit Maître Caron à Adrienne. Tu dis, ce n'est pas une question personnelle, c'est une question sociale et pénale, et tu pointes le rapport. Adrienne a répété. Maître Caron lui a demandé de répéter encore, plus froidement, sans laisser trembler sa voix. Elle a répété. Ça s'est amélioré. À 10 heures, le téléphone de Maître Caron a sonné. Elle a regardé l'écran. Elle a répondu, a écouté pendant une 40aine de secondes sans dire autre chose que « d'accord » et « quand » et a raccroché. Les 2 autres l'ont regardé. Fabien a changé l'heure de l'assemblée. L'avocate a posé son téléphone sur la table lentement. C'était prévu à 14 heures. Maintenant, c'est à midi. Silence. « Il sait », a dit Élise. Ou il essaie juste de compliquer les choses. Maître Caron prenait déjà son sac. Ça n'a pas d'importance. On y sera. Le problème, c'était l'expert. Il avait confirmé sa présence pour 14 heures. Il ne pourrait pas arriver pour midi. Adrienne s'est levée, a marché jusqu'à la fenêtre et est revenue. On a besoin du rapport en physique ou on peut utiliser le fichier numérique? Maître Caron a réfléchi 2 secondes. En assemblée, le numérique vaut. Mais s'il conteste sur le moment, sans l'expert en personne pour confirmer, j'obtiens l'expert. Adrienne avait déjà le téléphone à l'oreille. Cela a pris 12 minutes de négociation. Elle a expliqué la situation. Elle a demandé, elle a insisté, elle a proposé de payer le double des heures supplémentaires. L'expert s'est plaint des embouteillages. Elle a dit qu'elle enverrait une voiture le chercher. Quand elle a raccroché, Maître Caron la regardait déjà avec une expression qui était presque de la fierté. Il sera là à 12h20. Élise a fermé son ordinateur. Alors on y va. La voiture d'Adrienne s'est arrêtée devant l'immeuble de bureau à 11h52. Le soleil tapait fort sur la façade vitrée. 2 agents de sécurité à l'entrée. Elles sont descendues de la voiture. Adrienne avec le dossier rouge. Maître Caron avec les 3 enveloppes. Élise avec l'ordinateur et les fichiers sur 2 clés USB différentes. L'agent de l'entrée a regardé la liste sur sa tablette. Non, Adrienne Lefebvre, cofondatrice et actionnaire originelle de l'entreprise. L'agent a fait défiler la tablette, a cherché, a froncé les sourcils. Vous n'êtes pas sur la liste des présences autorisées. Maître Caron a ouvert son sac et en a sorti 2 feuilles agrafées. Ordonnance de référé, signée hier à 22 heures par le juge du tribunal de commerce. Elle a un droit d'entrée garanti par décision de justice. L'agent a regardé les feuilles. Il les a regardées, elle.
Il a regardé les feuilles à nouveau. Il a appelé quelqu'un par radio. Il a attendu. Il a écouté. Il a baissé la radio. Il a ouvert le portillon. Toutes les trois sont entrées. Dans le couloir du deuxième étage, à travers la vitre de la salle de réunion, on pouvait voir Fabien debout, animé, qui gesticulait vers un groupe d'actionnaires. Il n'avait pas encore vu. Adrienne a inspiré profondément, a ajusté son dossier sous son bras et a marché vers la porte. Fabien était au sommet, debout au bout de la table, costume sombre, cravate déboutonnée sur le deuxième bouton, parce qu'il avait toujours trouvé que ça donnait une image d'homme pratique, sans chichi. Autour de lui, 8 actionnaires, le comptable, le nouveau directeur financier, et Roxane, assise à sa droite, un ordinateur ouvert devant elle, et cette posture de quelqu'un qui s'est habitué à occuper un espace qui n'était pas le sien. L'entreprise termine le trimestre dans le vert pour la 3e fois consécutive, a-t-il dit, tapotant légèrement la table du bout de l'index. Croissance de 18% du chiffre d'affaires récurrent. Un pipeline de 4 nouveaux contrats en phase finale de négociation. Ce n'est pas le moment de regarder dans le rétroviseur, c'est le moment d'accélérer. L'un des actionnaires les plus anciens, M. Gilbert Mercier, 72 ans, fondateur d'une société de distribution qui avait investi dans l'entreprise à l'époque, a acquiescé de la tête. Fabien a exploité ça. On a traversé une transition qui, disons-le, n'a pas été facile. Changer d'associé ne l'est jamais, mais parfois la croissance exige qu'on prenne des décisions difficiles. Il a marqué une pause calculée. Je les ai prises, et les chiffres sont là pour prouver que c'était la bonne décision. Roxane a tourné son ordinateur pour montrer un graphique coloré, des barres qui montaient, des chiffres arrondis. Tout cela très beau. La nouvelle structure de gouvernance que nous officialisons aujourd'hui, a poursuivi Fabien, est ce qui garantira que cette croissance se poursuive avec stabilité, sans ingérence, sans bruit. Il a souri. La maison est en ordre, mesdames et messieurs. Applaudissements de 2 ou 3 actionnaires. Le comptable a croisé les bras avec satisfaction. C'est à ce moment-là que la porte de la salle s'est ouverte. Fabien a tourné la tête avec cette expression de quelqu'un qui va renvoyer un assistant qui a interrompu au mauvais moment. Et il a vu Adrienne entrer, avec Maître Caron à ses côtés, et Élise, juste derrière. Son sourire n'a pas disparu d'un coup. Il s'est effrité lentement, comme un ballon qui se dégonfle par le nœud. Cette réunion est restreinte. La voix est sortie ferme, mais tout le monde dans la pièce a remarqué que le ton avait changé. Maître Caron a posé les 2 feuilles de l'ordonnance sur la table sans dire un mot. Fabien a regardé le papier. Il a regardé Roxane. Il a regardé de nouveau Adrienne. « Tu n'as rien à faire ici. » Adrienne a tiré la chaise à l'autre bout de la table et s'est assise. « Je suis cofondatrice de cette entreprise. J'ai une participation au capital enregistrée chez le notaire depuis 2012. » Sa voix est sortie sans le moindre tremblement. J'ai tout à fait le droit d'être ici. Et tout le monde dans cette salle va comprendre pourquoi dans moins de 10 minutes. Monsieur Mercier a regardé Fabien. Fabien a ouvert la bouche. Il l'a refermée. Pendant une seconde, pour la première fois depuis très longtemps, il n'avait rien à dire. Maître Caron a ouvert la première enveloppe. Mesdames et messieurs, je suis maître Sylvie Caron, avocate d'Adrienne Lefebvre, cofondatrice et actionnaire originelle de cette entreprise. Ce que je vais vous présenter maintenant est le résultat d'une expertise en écriture officielle, réalisée par un expert certifié sur les documents de dissolution de société présentés par M. Fabien Moreau comme preuve de la sortie volontaire de ma cliente. Elle a posé le rapport au centre de la table, 7 pages, avec le cachet de l'expert sur la première page. Conclusion du rapport, page 6, dernier paragraphe. Elle a ouvert directement à la page. Elle a lu à voix haute. La signature analysée n'a pas été produite par la main de la titulaire désignée dans le document. Silence. Monsieur Mercier a pris le rapport. Il a mis ses lunettes. C'est un faux. Fabien s'est levé.
N'importe quel expert à 2 balles signe n'importe quoi contre un peu d'argent. Le professionnel qui signe ce rapport est inscrit à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale et a été désigné par le tribunal de commerce dans 14 procédures au cours des 3 dernières années. Maître Caron n'a pas élevé la voix. Il est également disponible par visioconférence maintenant, si quelqu'un veut confirmer. 2 actionnaires ont échangé un regard. Fabien a pointé un doigt. Elle essaie de détruire ce qu'on a construit par vengeance personnelle. C'est une procédure de divorce déguisée en question sociale. Alors, explique les emails. La voix venait d'Élise, du coin de la salle. Maître Caron a ouvert la 2e enveloppe. Elle a posé la chaîne d'emails imprimée sur le rapport avec les passages surlignés en jaune. Échange de messages entre M. Fabien Moreau et le comptable de cette entreprise. Elle a fait glisser les feuilles au centre de la table. Message du 14 août. Monsieur Moreau demande. Textuellement, la signature est convaincante. Le comptable est devenu blanc. Roxane a refermé son ordinateur lentement. Fabien a regardé les feuilles. Puis, il a regardé la salle. Il cherchait quelqu'un qui dirait quelque chose en sa faveur. Personne n'a parlé. Monsieur Mercier a enlevé ses lunettes, a nettoyé les verres avec son mouchoir, les a remises. Il a regardé à nouveau les feuilles. Puis, il a regardé Fabien avec une expression qui n'avait besoin d'aucun mot. La salle était en train de se fissurer. Et Adrienne avait encore une enveloppe. Le silence a duré peut-être 5 secondes. Puis Monsieur Mercier a posé les feuilles sur la table d'un petit coup sec et a dit, sans regarder Fabien, « Je veux voir le 3e document ». Maître Caron a ouvert la dernière enveloppe. Le relevé des transferts comportait une page de résumé devant, écrit dans un langage direct, sans jargon juridique. Montant, date, nom du compte destinataire. Elle l'a posé au centre de la table et l'a poussé doucement vers les actionnaires. L'un des investisseurs lyonnais, celui-là même qui s'était adossé à sa chaise au dîner quand Fabien avait parlé de détournement de fonds, a pris le document. Il a lu. Il l'a passé à son voisin sans rien dire. Le voisin a lu. Il a froncé les sourcils. 470 000 € transférés vers un compte de personne morale au nom de Roxane Delcourt. La voix était celle de l'actionnaire le plus jeune, Raphaël Dumont, qui jusqu'à ce moment n'avait pas ouvert la bouche de toute la réunion. Pendant la période où vous étiez encore marié avec Adrienne. Fabien a ouvert la bouche. C'est de la gestion de trésorerie. Une avance sur rémunération. Tout a une justification comptable. Où? Monsieur Mercier l'a regardé par-dessus ses lunettes. Où est cette justification dans le bilan? Fabien s'est tourné vers le comptable. Le comptable a regardé par terre. C'est là que la salle a compris. Un murmure a commencé à l'extrémité droite de la table et a grossi. Raphaël a chuchoté quelque chose à l'investisseur lyonnais. Un autre actionnaire a ouvert son téléphone, probablement pour appeler son propre avocat. Monsieur Mercier est resté silencieux, mais ce silence pesant de quelqu'un qui prend une décision à l'intérieur de lui-même. Roxane s'est levée lentement. Elle a pris son sac. Elle n'a rien dit à Fabien. Elle ne l'a pas regardé. Elle a simplement commencé à marcher vers la porte. « Vous n'allez nulle part !» La voix de Maître Caron était ferme. « Une ordonnance de référé inclut votre nom. Vous sortirez d'ici quand la procédure le décidera. » Roxane s'est arrêtée. Elle est restée debout au milieu de la salle, ne sachant plus où aller, n'ayant plus le camp des vainqueurs où se ranger. Fabien s'est tourné vers Adrienne pour la première fois depuis qu'elle était entrée. « Tu es en train de détruire tout ce qu'on a construit ensemble. » La salle est devenue silencieuse d'une façon différente. Tout le monde a entendu. Adrienne l'a regardé, sans colère, sans satisfaction. « Tu l'as détruit avant moi. » Fabien a fait une dernière tentative. Il a regardé M. Mercier, qui était l'actionnaire le plus ancien, celui qui avait le plus de poids dans la salle, et a dit de cette voix qu'il réservait aux situations où il devait à tout prix paraître raisonnable. « Gilberte, vous me connaissez depuis des années.
Vous savez comment cette affaire a grandi, vous savez qui l'a dirigée, vous n'allez pas laisser une campagne de diffamation détruire ce qu'on a mis des années à construire. Monsieur Mercier est resté silencieux un moment. Puis, il a enlevé ses lunettes. Il les a pliées avec soin, il les a mises dans la poche de sa veste. « Je vous connais depuis des années, Fabien. C'est exactement pour ça que je crois le rapport. » Fabien a reculé d'un pas. « L'Assemblée est suspendue, » a continué Monsieur Mercier, s'adressant maintenant à toute la salle. « Aucune modification sociale n'est approuvée aujourd'hui. Je convoquerai une assemblée extraordinaire dès que le service juridique aura analysé tout cela. » Deux actionnaires ont acquiescé de la tête. Fabien a frappé la table de la main. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai la majorité. » Vous aviez la majorité sur la base d'une documentation qui vient d'être prouvée fausse. La voix de Maître Caron était clinique, sans émotion. La participation d'Adrienne n'a jamais été légitimement transférée, ce qui signifie que la composition du capital de cette entreprise est différente de celle que vous avez présentée. Nous allons demander la révision judiciaire de la structure sociale complète. Le nouveau directeur financier a ramassé les papiers devant lui, les a mis dans sa mallette, a fermé sa mallette et est resté à regarder l'horizon avec l'expression de quelqu'un qui calcule combien de temps il lui reste avant d'avoir besoin de son propre avocat. Le comptable est sorti sans demander la permission. Personne n'est allé après lui. Fabien est resté debout au bout de la table, la salle se désagrégeant autour de lui, et pendant un instant, on a cru qu'il allait exploser, la mâchoire serrée, les yeux allant d'un côté à l'autre, puis, à voix basse, presque seulement pour qu'Adrienne l'entende, « Je te donne ce que tu veux. On règle ça sans procédure. Tu gardes ta part, je garde la mienne. On en finit. » Adrienne l'a regardé une longue seconde. « Tu m'offres ce qui est déjà à moi comme si c'était une faveur. » Elle a pris le dossier rouge sur la table. « Trop tard, Fabien. » Deux hommes sont entrés par la porte. L'un d'eux a présenté sa carte. Huissier de justice, exécutant l'ordonnance de référé. Fabien allait devoir répondre d'une procédure pénale pour falsification de documents privés, détournement de biens communs et escroquerie sociale. Il serait interdit d'exercer une fonction de direction dans l'entreprise jusqu'à décision de justice. Roxane est sortie escortée par l'un des hommes pour fournir des explications au commissariat dans l'après-midi même. Fabien a regardé la salle, la table, la chaise qui avait été la sienne, et il est sorti. Adrienne n'est pas allée après lui. Elle n'a plus rien dit. Elle est restée immobile, les mains sur la table, à regarder le contrat original qui avait été sorti de l'enveloppe et qui était là avec son nom à l'encre noire, reconnu chez le notaire, intact. Monsieur Mercier s'est arrêté à côté d'elle avant de sortir. « Bon retour parmi nous !» Adrienne n'a pas répondu. Elle a seulement respiré profondément. La salle s'est vidée. Les chaises sont devenues vides une par une. Élise s'est adossée au mur du coin, serrant son ordinateur contre elle, les yeux pleins mais souriants. Maître Caron a mis les enveloppes dans son sac, a ajusté sa veste et a dit doucement « C'est fait ». Et ça l'était. La salle s'est vidée lentement, les chaises décalées, les verres d'eau à moitié pleins, les feuilles éparpillées sur la longue table. Adrienne est restée immobile un moment, regardant tout cela sans se presser de partir. Élise est venue vers elle, et toutes deux sont restées silencieuses une seconde avant de s'embrasser. Ce n'était pas un long câlin, c'était le genre de câlin de ceux qui ont traversé quelque chose ensemble, et n'ont pas besoin de commenter. « Tu vas bien ?» a demandé Élise. « Oui. » Et cette fois, c'était vrai. Maître Caron est apparu à côté d'elle, avec son sac à l'épaule, sa veste pliée sur le bras, et cette allure pratique de quelqu'un qui pense déjà à l'étape suivante même, quand l'actuelle est encore chaude. La semaine prochaine, on s'assoit pour organiser la transition. Il y a beaucoup de choses à régulariser, mais le plus dur est passé. Adrienne a acquiescé. Avant de sortir, elle est passée par le couloir qui menait au bureau de la direction. Elle s'est arrêtée devant une petite plaque en métal sur le mur, à côté de la porte du bureau principal. Son nom était gravé là,
avec celui de Fabien, en tant que cofondateur de l'entreprise. La plaque était restée parce qu'elle faisait partie de la structure de l'immeuble et n'avait jamais été changée. Elle est restée à regarder pendant 3 secondes environ. Elle ne l'a pas enlevée. Elle n'y a pas touché. Elle a juste regardé. Puis, elle a tourné les talons et elle est partie. Dehors, le soleil tapait fort. Adrienne a mis ses lunettes de soleil, a jeté le dossier sur le siège passager, est montée dans la voiture et est restée là un moment avant de démarrer. Pas de tristesse, d'une tranquillité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle a démarré, elle est partie. 10 jours plus tard, une photo est apparue sur le groupe d'anciens employés de l'entreprise. Fabien sortant d'un hôtel 3 étoiles dans le centre avec une valise à roulettes. Son compte bancaire personnel avait été bloqué à titre conservatoire. L'appartement qui était au nom des deux faisait partie de la procédure. Roxane n'était plus réapparue publiquement. Son cabinet d'avocats avait demandé à se retirer de l'affaire. Personne n'a beaucoup commenté sur le groupe, juste un emoji de silence de quelqu'un et un « oh là là » d'un autre. Adrienne n'a même pas ouvert le groupe ce jour-là. Elle était dans une autre réunion. Assise dans la même salle de direction, maintenant avec 3 des actionnaires qui avaient assisté à l'assemblée, dont M. Mercier, elle présentait un plan de transition de 90 jours. Des fichiers ouverts sur son ordinateur. La voix ferme. Pas de graphique coloré, pas de barres qui montent pour impressionner, juste les chiffres réels et ce qu'il y avait à faire. Quand elle a fini, M. Mercier l'a regardée et a dit « Pourquoi avez-vous attendu si longtemps ?» Elle a ri brièvement, parce que je pensais que je n'avais pas besoin de prouver. Il a acquiescé, comme si cela expliquait beaucoup de choses. Avant la fin de la semaine, Adrienne a réembauché 4 employés qui avaient été licenciés par Fabien au cours des derniers mois. Élise a fait partie des premières. Elle est revenue comme responsable des contrats, avec le poste qu'elle aurait dû avoir depuis le début. Un après-midi de jeudi, 3 semaines après l'assemblée, Adrienne était à la kitchenette en train de prendre un café quand elle a entendu une agitation dans le couloir. Des voix, une plus forte, une plus basse. Elle a tourné au bout du couloir et a vu. L'une des nouvelles stagiaires, une fille d'une 20aine d'années prénommée Béatrice Leroy, se tenait debout face à un client qui était arrivé sans rendez-vous et qui était impoli. Voix forte, geste, disant qu'il voulait parler à quelqu'un de vrai et pas à une gamine. Béatrice essayait de garder le protocole, mais sa voix tremblait légèrement. Adrienne a marché lentement vers eux deux. Le client s'est retourné, l'a vu, et sur le même ton condescendant a demandé « Et vous, vous êtes qui ?»« Je suis la responsable de l'entreprise. » Elle a dit cela avec le même calme que toujours. « Je peux vous aider pour ce dont vous avez besoin, mais je dois vous demander de baisser le ton. Ici, on se traite avec respect, quelle que soit la personne à qui vous parlez. » L'homme est resté quelques secondes sans réponse. Puis il a baissé le ton. Il a expliqué ce dont il avait besoin. Il a été pris en charge. Quand il est parti, Béatrice a regardé Adrienne avec une expression de quelqu'un qui ne savait pas bien quoi dire. Adrienne a souri. « La prochaine fois que quelqu'un fera ça, vous pouvez m'appeler. Mais sachez que vous aviez raison du début à la fin. » La stagiaire a acquiescé, les yeux légèrement brillants. Adrienne a pris le café qui avait refroidi à la kitchenette et est retournée au bureau. Cette histoire me donne des frissons chaque fois que j'y pense. Parce qu'Adrienne n'a pas gagné le jour de l'assemblée. Elle a gagné le jour où elle a décidé de ne pas accepter un accord qui enterrait ce qui lui appartenait. J'ai vu dans cette histoire ce qui arrive quand quelqu'un est sous-estimé, si longtemps que l'agresseur lui-même finit par croire que cette personne n'a plus aucun moyen d'agir. Et j'ai réalisé que la plus grande erreur qu'on puisse commettre, c'est de confondre le silence avec la faiblesse. Adrienne est restée silencieuse, mais elle n'a jamais arrêté d'avancer. Cela me fait croire qu'il y a des gens par là qui endurent des choses que le monde ne sait pas, qui planifient en silence ce que le monde verra un jour. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez ressenti ce mélange de colère et d'admiration en regardant,
Laissez votre like maintenant. Cela nous montre que nous sommes sur la bonne voie et nous donne la force de continuer à vous apporter des histoires comme celle-ci. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Sérieusement, je les lis tous et je prends soin de répondre avec bienveillance à ceux qui prennent un peu de temps pour commenter. Cet échange, pour moi, vaut beaucoup. Et si vous croyez au pouvoir des histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On n'en est qu'au début, et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne l'énergie et la certitude de poursuivre cette aventure. Je compte beaucoup sur votre aide. Ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour regarder ensuite. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.